Sylvain Wazerman, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le plaisir. président de l'ADEME. Alors, l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Concrètement, ça donne quoi? Alors l'ADEME maintenant c'est même l'agence de la transition écologique au sens large. Alors c'est quoi l'ADEME? L'ADEME en fait elle a deux missions principales. La première c'est d'éclairer, d'inspirer la décision publique. Il y a 500 experts, il y a des chercheurs qui sur tous les aspects de la transition écologique vont non pas prendre les décisions mais instruire des scénarios, réfléchir aux différents types de scénarios possibles, écrire des méthodologies, voilà, toute une expertise au service de la transition écologique en tant qu'agence de l'État. Quand on dit éclairer ou inspirer la décision publique, c'est à la fois les décisions des grandes politiques publiques nationales, mais aussi aux côtés des collectivités. J'aurai l'occasion peut-être de dire ça, c'est la première mission, c'est éclairer la décision publique à notre juste place, mais dans notre rôle d'expertise, de scientifique, assez pointu, même sur tous les aspects de la transition écologique. Puis la deuxième mission, c'est l'accélération. On n'est plus à l'époque où il fallait inventer, innover, expérimenter à petite échelle. On est à l'époque où bien sûr il faut continuer à innover, à inventer, mais il faut aussi accélérer la transition écologique. Déployer largement les solutions qui fonctionnent, qui donnent des résultats. Déployer largement des infrastructures d'énergie renouvelable dans les territoires. Déployer largement des politiques d'économie circulaire. Bref, on est à un changement d'échelle et c'est la deuxième mission de l'ADEME. Voilà, donc on peut résumer les missions de l'ADEME sous ces deux axes principaux. D'accord, donc vraiment là maintenant, effectivement, on est à un moment où on généralise les pratiques de transition durable au niveau aussi bien des décisions qui sont prises à l'échelle de l'État, mais des collectivités, des entreprises aussi. On reviendra peut-être sur les sujets liés à la CHRD qu'on a eu récemment. À l'échelle des citoyens, de chacun d'entre nous, moi je me suis amusé sur un des outils qui est proposé sur le site de l'ADEME, c'est nos gestes climat, qui permet de mesurer un peu son impact personnel dans son quotidien. J'étais assez fier de mon résultat, mais j'ai eu un peu peur aussi. On nous explique qu'il faut réussir à horizon 2050 à se fixer un cap autour des 2 tonnes d'émissions de CO2 par personne. Aujourd'hui, moi j'étais un peu en dessous de la barre des 6. La moyenne française est autour des 8-9. Mais surtout, moi dans mon résultat, il y avait écrit qu'il y avait 1,5 tonnes d'émissions qui étaient quasi incompressibles puisque c'était la fonction publique, enfin les services de la fonction publique. Alors ça, au global, comment on va réussir tous ensemble à atteindre ces 2 tonnes de moyenne? Alors c'est très intéressant parce que l'exemple que vous donnez, c'est exactement tout le paradoxe de la transition écologique résumé dans votre exemple personnel. Pourquoi? Quand on dit un Français ça pèse 8 tonnes, c'est globalement la division d'un nombre de tonnes de carbone en France par un nombre d'habitants. Tout à fait. C'est un chiffre très macro. L'avantage de nos gestes climat, c'est que ça permet de faire un lien entre nos actions du quotidien, notre mode de vie, est-ce que je prends le bus, est-ce que je mange beaucoup de viande, est-ce que voilà, pour prendre quelques exemples, et le poids que ça représente en tonnes de carbone. Donc vous avez fait votre poids, vous êtes combien à 5,6. Mais en fait, quand on dit, par exemple, l'industrie, qu'il faut la décarboner, aujourd'hui, dans votre poids carbone, vous avez la part de l'industrie qui s'impute à vous en tant que personne. Dans votre approche, vous avez dit quelque chose qui me semble essentiel. Aujourd'hui, pour sensibiliser les Françaises et les Français, les citoyens qui vivent, qui sont conscients de l'enjeu climatique, vous savez, 87% des Français sont conscients qu'il y a un lien entre le dérèglement climatique et l'activité humaine. Donc la prise de conscience, c'est un combat gagné. Même s'il y a encore quelques complotistes, mais c'est un combat gagné. Le combat aujourd'hui, c'est le passage à l'action. Et en fait, le début du passage à l'action, c'est faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire aller sur nos gestes climat ou un autre, mais nos gestes climat pour voir son poids carbone. Et se dire, tiens, mais si finalement j'allais au bureau en bus, j'essaie un peu plus ma voiture, si je prenais plus le vélo, etc. Si je changeais mon chauffage au fioul par une PAC électrique, qu'est-ce que ça signifierait pour mon impact personnel? Et ça, c'est le début. Et je crois personnellement que si vous dites à quelqu'un qui pèse 8 tonnes, ce qui est le poids moyen, il faut que tu pèses 2 tonnes, c'est au-dessus de nos forces. C'est une espèce de calcul arithmétique qui vous écrase. Oui. Et je pense que l'enjeu, moi, aujourd'hui, c'est de dire à tous ceux qui nous écoutent, l'enjeu, c'est les 10 premiers pourcents. De se dire, tiens, si je change mon fuel par une PAC, si je vais au bureau en bus, si etc., je peux faire 10% d'efforts. Et 10% d'efforts, c'est 1 tonne par personne. Et comme on est 65 millions de Français, ça fait 65 millions de tonnes. Et c'est quoi 65 millions de tonnes? C'est la moitié du chemin qu'on a à faire jusqu'à 2030
pour atteindre nos objectifs de décarbonation de 2050. Donc vous voyez, il y a un lien entre faire 10% d'efforts au niveau de chacun des Français et faire la moitié du chemin pour atteindre l'objectif de 2030. Le plus dur, c'est de se mettre en mouvement. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a une logique saine dans le mouvement. C'est-à-dire que, évidemment, si vous montez sur la balance et que vous arrivez à faire 10% de moins, le prochain réflexe, ce sera de faire encore 10% de plus et d'avancer comme ça sur la part sur laquelle vous pouvez agir. L'avantage, c'est que 10%, tout le monde peut faire. Et là, on ne se pose pas de question de est-ce que c'est un pourcentage d'imputation de l'industrie ou quoi que ce soit. 10%, on peut toujours faire. Chacun dans sa vie de tous les jours, dans ses achats, dans sa manière de se déplacer. Exactement. Alors justement, sur la manière de se déplacer, quand on est en zone périurbaine, en zone rurale, sur les déplacements, sur la mobilité, comment on fait aujourd'hui, et typiquement notamment pour les collectivités locales, comment on accompagne la collectivité pour son réseau de transport public ou pour avoir d'autres solutions à mettre à disposition des administrés? D'une part, il y a plein de solutions qui existent maintenant de plus en plus, que ce soit des solutions sur l'autopartage, que ce soit des solutions sur... Vous savez qu'un maire aujourd'hui, il peut avoir une photo, juste par tout ce qui existe en open data, de ses habitants, est-ce qu'ils travaillent dans la ville, est-ce qu'ils travaillent à l'extérieur, quand ils travaillent à l'extérieur, où est-ce qu'ils travaillent, comment ils s'y déplacent, et ceux qui viennent travailler dans votre ville, quels sont les moyens de transport qu'ils utilisent. Bref, on a tout ça maintenant en open data. Et un maire, il est capable, un élu local, il est capable d'essayer de visualiser ces flux, d'essayer d'agir dessus. Tiens, ces flux-là, ils sont plutôt tous regroupés au même moment. Donc là, un transport public, ça a un sens. Tiens, même s'il est ponctuel, juste pendant les horaires spécifiques du boulot. Tiens, l'autopartage, on s'aperçoit que sur tel ou tel schéma, ça peut marcher. Tiens, finalement, des véhicules électriques partagés, on peut y réfléchir. Tiens, le transport à la demande. Bref, il y a un panel de solutions. Mais vous avez pointé un sujet extrêmement important. C'est que l'élu, il est parfois un peu seul par rapport à tout ça. Et que, évidemment, quand vous êtes une grande collectivité, une métropole, vous avez toute une administration avec des spécialistes de transport qui vont vous préparer tout ça, vous avez des budgets pour avoir des bureaux d'études pointus. Et nous, on a voulu essayer de créer plus de passerelles avec les élus du quotidien, des villages, des Comcom, des petites villes. Et on a lancé pour ça un réseau d'élus, un réseau qui s'appelle Élus pour agir. Et ma vision au départ, c'était de dire, bon, ok, on va passer un contrat moral avec ces élus. Ils nous consacrent une journée par an et 2 heures tous les 3 mois. Et avec ça, on va leur apporter des clés de décryptage pour voir les outils concrets, les dispositifs auxquels ils peuvent bénéficier et faire le lien en quelque sorte entre les grands problèmes des règlements climatiques et la réalité quotidienne de la vie de mon village, de mon territoire. Et en fait, on a été surpris de l'accueil qu'on a eu sur ça. On a lancé ça fin d'année, j'avais le soutien des 2 ministres, on a lancé ça sur les réseaux. On a déjà 2400 élus qui nous ont rejoints dans ce réseau, 2400 élus qui ont passé ce contrat moral avec nous. On a eu la première journée le 12 mars avec une journée nationale le matin, régionale l'après-midi. Ce dialogue-là opérationnel de terrain avec les élus, pour nous, il est précieux. Je crois que pour eux, ça peut leur apporter de la valeur ajoutée aussi. Bien sûr. J'appelle pas ça de la formation, j'appelle ça des clés de décryptage. Parce que finalement, j'ai été maire de village, un village de 900 personnes. La question, c'est quand vous êtes à 21h au conseil municipal, quand on vous dit, tiens, bon allez, on va planter 50 arbres, c'est super bon pour la planète. Qu'il y ait quelqu'un qui dise, attention, il faut planter les arbres du climat dans 20 ans. Pas forcément ce qu'on fait avec l'équipe d'ouvriers municipaux depuis 10 ans, quoi. Ou quand on a 150 000 euros à investir dans la salle des fêtes, on se dise, est-ce qu'on va décarboner la source d'énergie, changer le fioul par une PAC, ou est-ce qu'on va isoler, comment on va gérer ça? C'est pas forcément évident. Qui pose des questions des sobriétés d'usage, sujet majeur. Au fait, on a besoin d'une salle pour les associations, mais l'école elle est vide à partir de 17h et le week-end. Est-ce qu'on n'a pas à réimaginer quelque chose pour éviter de construire une nouvelle salle et de réutiliser l'école quand elle est vide? Bref, tous ces sujets du quotidien, mais aussi au fait, est-ce que je peux avoir une subvention? Quels sont les acteurs? C'est quoi tel acteur? Bref, des clés de décryptage, parce qu'on a une mine d'expertise à l'ADEME avec beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de méthodes, beaucoup d'outils extrêmement concrets. Et le pire, c'est quand un village, un élu local n'a même pas connaissance de ces outils. Donc c'est vraiment cette... Il n'a pas forcément le réflexe de venir vers vous. Tout à fait. Et comme vous le dites, il y a cette expertise, les experts de l'ADEME. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait vraiment un réseau d'experts sur divers sujets climatiques à l'ADEME pour les élus locaux, les collectivités, mais également
pour les entreprises, Absolument. notamment là en vue de la mise en application de la CSRD, d'avoir des experts qui nous répondent avec une méthodologie, la méthodologie ACT. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Absolument. Et vous avez raison, pour réussir la transition, il faut mobiliser les citoyens, on en a parlé tout à l'heure, Oui. les élus locaux, c'est absolument fondamental. Une décision sur deux de la transition écologique, on a l'usage de dire qu'une décision sur deux dépend d'un élu local, et puis les acteurs économiques. Alors, ACT, c'est quoi? Ça repose, d'abord, c'est un travail, je ne suis pour rien dans ce magnifique travail qui a été fait par l'ADEME, qui a été fait pendant 3 ans avec des scientifiques. C'est quoi cette méthodologie? C'est une méthodologie dont le but est quoi? C'est de dire, chaque entreprise fait un plan carbone, un plan de décarbonation. Maintenant, les entreprises le font de plus en plus. C'est une méthode qui va permettre d'évaluer la solidité du plan de transition qu'a construit l'entreprise. Alors, pourquoi ça sert? Tous les acteurs économiques sont soumis à 3 choses, quel que soit le territoire. D'abord, des groupes privés qui mettent de plus en plus pression sur leurs sous-traitants à cause des fameux scopes 1, 2, 3, vous savez, leur impact, qu'ils travaillent pour eux-mêmes et donc aussi pour leurs sous-traitants. Deuxième point, les marchés publics 2026, obligation de clause environnementale. Troisième point, la finance verte. Aujourd'hui, les grandes institutions bancaires se disent quelle est la part de financement que j'apporte à des entreprises vertueuses ou des projets vertueux. Et donc ces 3 sujets font qu'une entreprise de nos territoires qui ne s'intéresse pas à sa décarbonation, elle est menacée d'être sortie des grands marchés privés, d'être sortie des marchés publics, sortie des sources de financement. Et donc il y a un enjeu majeur à se décarboner pour une entreprise dans nos territoires. D'abord, l'électricité est complètement décarbonée en France, grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. C'est un avantage énorme, un avantage concurrentiel. Et le deuxième, c'est que l'ADEME est là, l'État est là, c'est une fonction quasi régalienne de l'État qui, jusqu'au cœur des territoires, et le plus souvent main dans la main avec les collectivités, vont financer la décarbonation des entreprises. Et donc, partant de là, la question c'est, devant cette exigence de la décarbonation, qui est une exigence non pas pour faire plaisir aux législateurs, qui est une exigence simplement de pérennité du modèle d'entreprise, ACT, c'est une façon de valoriser tout le chemin et tous les efforts qui sont faits pour transformer ces investissements, ces plans d'investissement, pour transformer tout ça en un avantage concurrentiel. Comment? Alors ACT, il faut savoir quand même que c'est une méthodologie très solide qui a été retenue par la Banque de France, qui a audité les différentes méthodologies en place, qui en a fait un indicateur climat pour elle, en prenant une petite partie de notre méthodologie. Et on est en train de faire le tour des commissaires aux comptes, des évaluateurs, des bureaux Veritas et autres, pour dire, avec la solidité de notre méthodologie, avec le sérieux de votre signature, une entreprise qui le souhaite pourrait venir nous voir en disant « Moi, j'investis beaucoup dans ma décarbonation. Voilà mon plan. Voilà mes investissements. Voilà ce que disent mes actionnaires. Voilà l'objectif que je me suis fixé, le niveau d'objectif. Voilà la gouvernance que j'ai mis en place. Voilà le plan d'action que je fais. » Et d'avoir une note, je suis 15 B+, sur mon plan de décarbonation. C'est une note sur 20, une lettre et une tendance, et un chiffre plus moins. Et donc, du coup, d'avoir quelque chose d'opposable, d'avoir quelque chose qui peut revendiquer de tangible sur la solidité de sa décarbonation. Parce qu'une décarbonation, c'est du pluriannuel. Donc la question, c'est comment on sort du greenwashing, où tout le monde va expliquer qu'il est plus vert que vert et qu'en 2050, il sera complètement décarboné, et que lui, comme il est très fort, c'est même pas 2050, c'est 2040, pour gagner un appel d'offres en 2024. Évidemment, il y a une question de crédibilité. Une crédibilité pour évaluer la solidité de son plan de décarbonation. Et quand une collectivité aura à choisir un fournisseur A, B ou C, et que le fournisseur B, lui, au lieu de la belle plaquette qui explique pourquoi ils sont plus verts que verts, dira moi je suis 15B+, méthodologie ADEME certifiée par EY ou par Mazars, évidemment ça donne un poids par rapport à ses concurrents et donc ça devient un différenciateur. Ça permet en fait de ne pas laisser se cacher derrière tout plein de jolies communications. Exactement. Ceux qui ne sont pas dans le concret, dans la vraie transition. C'est l'arme anti-greenwashing et c'est surtout un avantage concurrentiel que les entreprises peuvent maintenant choisir de mettre en avant. J'ai échangé avec le MEDEF, j'ai échangé avec les associations des ETI et je leur disais, pour une fois qu'on ne vient pas vous voir avec quelque chose d'obligatoire, que ce soit une réglementation, un texte en plus, pour une fois que c'est une méthodologie dont vous avez la liberté ou pas de vous saisir pour transformer ce que vous faites dans votre plan de décarbonation en un avantage concurrentiel, il faut s'en saisir, c'est à portée de main, faites-le. En plus, les entreprises, pas forcément que les grandes entreprises, mais les PME, les TPE qui travaillent avec des grands groupes,
si on comprend bien, vont être finalement soumises indirectement à la CSRD. Et donc, elles vont pouvoir maintenant se tourner vers des experts de l'ADEME qui vont les aider dans cette démarche. Alors, nous, on écrit des méthodologies. On n'est pas un bureau d'études qui va accompagner la mise en œuvre au sein de l'entreprise de cette méthodologie, de cette évaluation, de cette démarche. Parce que vous voyez, l'évaluation ACT, c'est à la fois une évaluation, mais c'est aussi la démarche pour construire un plan de décarbonation si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas réfléchi au sujet, si vous n'avez pas piloté le sujet. Donc, construire un plan de décarbonation, c'est pas en 3 jours. C'est un truc qui dure 12, 18 mois, ça dépend si vous êtes un gros industriel avec beaucoup de processus, si vous êtes un peu moins complexe en processus. Mais bon, c'est un temps long. Et après, acte évaluation, ça vous permet de donner une note et d'évaluer la crédibilité de ce que vous avez construit. Mais au global, en fait, le message que je veux passer, c'est qu'en fait, on change d'ère et on arrive à une ère où de toute façon, les objectifs maintenant sont connus. La France, elle pèse 400 millions de tonnes, elle doit faire 270 millions de tonnes en 2030. Donc on a 7 ans, 6 ans pour trouver 130 millions de tonnes de carbone. Donc on a un objectif national. Et donc par rapport à ça, on sait maintenant chaque secteur d'activité à combien il doit contribuer, la chimie, l'industrie, le bâtiment, etc., le transport. Et donc ça permet pour une entreprise de chimie, du bâtiment, etc., de voir si le niveau d'objectif est le bon et si après le chemin qu'il a construit pour l'atteindre est crédible ou pas. Donc bref, on est dans cette nouvelle ère où la transition écologique n'est plus seulement des beaux discours, c'est maintenant des chiffres, des objectifs, des choses tangibles. Et ça tombe bien, parce que ça, c'est dans la culture des entreprises, que de mesurer, que de se fixer un objectif, que de se débrouiller pour l'atteindre, et que quand on n'atteint pas, on construit les plans pour y parvenir. Donc on est dans cette nouvelle ère qui correspond parfaitement à la culture des entreprises. Donc c'est le moment pour les acteurs économiques de se saisir de ces nouveaux outils. Alors de manière aussi plus large, il y a l'industrie. L'ADEME a un moteur assez fort qui est le pacte industrie pour justement réussir à verdir toute notre industrie française. Comment est-ce que ça se concrétise, ce pacte industrie ? Ça se concrétise par 2 choses, de l'expertise et des financements. Alors, il faut rappeler que les financements, c'est grosso modo sur toute cette thématique-là, essentiellement le programme France 2030, un programme de l'État qui investit des milliards d'euros. 54 milliards. Exactement, on parlera de nos budgets, mais 54 milliards au total. Et l'ADEME, sur la 10 milliards, 9 milliards. Alors, ça dépend si on parle au pluriannuel, ça c'est une pluriannuel. On a fait x3 en 3 ans, on est passé de 1 à 3 milliards et de 1 à 4 milliards en 4 ans. On a fait x4 en 4 ans. Mais nous, on n'est que sur une petite partie de ça, qui est ces sujets par exemple, décarbonation de l'industrie, avec des projets précis sur des appels à projets sur lesquels on étudie cas par cas avec les entreprises pour les accompagner dans le financement. Mais ce qui est important de bien voir, c'est qu'aujourd'hui, les enjeux de décarbonation de l'industrie, c'est des enjeux de compétitivité de l'économie. Vous savez, il y a une étude qu'on a faite qui est passée un peu inaperçue, mais le ministre l'a reprise à son compte et il a bien fait de le faire. C'est le coût de l'inaction. On a une étude avec des économistes qui a été faite qui montre que si on ne fait rien, si on reste en l'état, donc je continue mon business, pas de problème, on s'en fout de tout ça, c'est pas mon sujet. Ça coûte jusqu'à 10 points de PIB, entre 5 et 10 points de PIB aux échéances 2030-2050. Donc en fait, il y a un coût à l'inaction. On n'arrête pas de dire il y a un coût à l'action. Bien sûr, il y a un coût à l'action. Mais il y a aussi un coût à ne rien faire. Il y a un investissement à l'action peut-être. Exactement. Il faut le voir, vous avez tout à fait raison, il faut le voir comme un investissement. Et en fait, aujourd'hui, une entreprise, pour le dire très précisément, qui ne se décarbone pas, on sait que la tonne de carbone, elle va valoir de plus en plus cher, elle va coûter de plus en plus cher. Et donc, il y aura, comme vous le dites, le choix entre un coût de l'inaction, le coût de la tonne de carbone que vous n'avez pas évité, et un investissement pour éviter les tonnes de carbone. Donc vous avez trouvé la bonne formulation, c'est de remplacer du coût du carbone à venir si vous ne faites rien dans l'inaction à un investissement pour éviter ces tonnes de carbone. Donc c'est bon pour la pérennité de votre entreprise, c'est bon pour la planète et évidemment aussi. Merci beaucoup Sylvain Wasserman. Alors peut-être une dernière question. Il y a eu il y a quelques semaines le grand défi écologique de l'ADEME. Sur place, vous aviez plus de 1000 participants. 1300, oui, tout à fait. Pour justement participer à cette décarbonation à échelle nationale. Qu'est-ce qui s'y est passé et qu'est-ce qu'on a ressenti? Alors il s'y est passé quelque chose, c'était le premier grand défi que je vivais à l'ADEME. C'est très intéressant parce que pendant 4 jours, 2 jours pour professionnels, collectivités et 2 jours pour le grand public, qu'est-ce qu'on fait? On touche du doigt
la réalité de la transition écologique. C'est-à-dire qu'au-delà des discours, au-delà des chiffres, machin, on voit concrètement ce que ça peut signifier. Ce que ça peut signifier pour une entreprise, ce que ça peut signifier en termes d'innovation, avec des innovations très concrètes, j'en parlerai dans un instant, ce que ça peut signifier pour une collectivité. Et après, pour le grand public, c'était une espèce de simulation de la vie de la transition écologique, c'est-à-dire la maison de la transition, le transport de la transition. Et on a montré quelque chose d'extrêmement ludique qu'on aura l'occasion de présenter à Paris aussi en septembre, mais ça c'est pour le teasing. C'est quoi en fait, vous savez, les véhicules entre le vélo et la voiture? Il n'y en a pas tant que ça. Et on a lancé une initiative. L'extrême défi. L'extrême défi, c'est exactement ça. Et c'était quoi l'idée? C'était, nous, on n'est pas inventeurs. Par contre, il y a un intérêt commun d'à la fois les grands équipementiers, les petits inventeurs, les startups, d'essayer de lancer quelque chose entre la voiture et le vélo. Et il y a eu une créativité extraordinaire avec des concurrents potentiels qui se sont dit, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est pas d'être concurrent, c'est de faire émerger le marché. Et si on coopérait pour innover ensemble? Et du coup, ça a donné une créativité et on a montré pour la première fois l'ensemble des véhicules qui ont été accompagnés dans ces plans d'innovation. C'est un modèle d'innovation nouveau, un modèle d'innovation de coopétition, c'est-à-dire des concurrents potentiels qui coopèrent pour faire émerger ensemble un marché. Et ça a donné des résultats extraordinaires. C'est des petites voitures avec des structures extrêmement légères. C'est des petits outils électriques qui ressemblent au vélo ou qui ressemblent à la voiture. C'est remplacer le pédibus quand le pédibus, c'est pour les enfants à l'école, que c'est trop loin, à vélo, vous n'avez pas envie que votre enfant, c'est trop dangereux qu'il prenne son vélo pour aller. Et là, vous avez des espèces de petits vélos électriques avec 10 enfants derrière. C'est des choses d'une innovation incroyable. Et les gens pouvaient l'essayer, le toucher du doigt. Et c'était ça le grand défi. Du concret. C'était se dire que la transition écologique, c'est à portée de main, ça dépend de chacun d'entre nous. Et c'est pour aujourd'hui, pour maintenant, le message qu'on porte à l'ADEME, pour conclure, c'est un message d'action parce que c'est notre quotidien. C'est un message de mobilisation. On l'a dit, ça ne fonctionne qu'avec les citoyens, qu'avec les entreprises, qu'avec les élus. Et c'est un message d'espoir parce que c'est possible. On le disait, si chacun fait 10% d'efforts, c'est déjà la moitié du chemin. Allons-y, c'est à portée de main. Sylvain Waserman, président de l'ADEME, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.